Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Deck Tech, petite vidéo pour le moment exclusive aux membres de la chaîne. Il n'y en a pas beaucoup, vous êtes que 4 pour l'instant, mais je voulais faire cette petite Deck Tech pour vous remercier. Et puis peut-être que plus tard je mettrai la vidéo en public, enfin on verra. En tout cas, j'avais hâte de vous présenter mon nouveau pack Commander. Alors il se trouve que j'avais besoin de m'adapter à un niveau un peu plus bas parce que les tables sur lesquelles je jouais récemment, c'était des potes qui sont mis à Magic il n'y a pas si longtemps, ou en tout cas c'était des tables où on voulait que le power level ne soit pas non plus trop explosif. Et en tout cas les decks que build ces potes avec lesquels je joue à Magic sont plutôt des decks qui sont faits avec des cartes qu'ils possèdent déjà. En tout cas ils n'ont pas tendance à passer des grosses commandes sur MKM pour monter du gros bracket 4 ou du gros bracket 5. Et je me suis dit que j'allais faire à peu près la même chose, c'est-à-dire fouiller un peu dans mes bundles ou dans mes boîtes en carton où je stocke plein de cartes, et puis aussi dans certains de mes classeurs, pour builder un deck cool, un deck fun, qui synergise quand même pas mal. Et surtout je voulais le faire dans des couleurs que j'ai pas l'habitude de jouer en Commander. Et j'ai regardé un peu ce qui traînait dans mes boîtes, dans mes classeurs, et finalement je me suis arrêté sur ce bon vieux Ratona Keton, qui est apparemment un personnage de Assassin's Creed. Alors je n'ai pas fait malheureusement encore la saga Assassin's Creed, mais en tout cas je trouvais que le commandant était assez cool, assez original. Donc c'est un deck équipement en esper, donc effectivement c'est assez original, et on va pouvoir jouer des équipements depuis le cimetière, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc Ratona Keton, il coûte 3, un blanc, un bleu, un noir, c'est une 3-3. Tant qu'il n'a pas encore infligé des blessures de combat, il a la défense talismanique et ne peut pas être bloqué. Donc c'est sympa parce que la carte nous dit, bon, vous pourrez au moins connecter une fois gratos sans trop de problèmes. Vous pourrez le faire une fois. Après, attention, les adversaires pourront cibler Ratona Keton et il pourra être bloqué bien évidemment. Le but étant quand même de lui attacher des équipements qui lui permettront de passer les défenses adverses. Parce que, à chaque fois que Ratona Keton inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de créature 1-1 noir assassin avec la menace. Et quand on fait ainsi, on renvoie sur le champ de bataille une carte d'équipement ciblée depuis notre cimetière et on attache cet équipement directement au jeton. Donc c'est plutôt original pour de l'esper. Donc là le but ça va être de remplir le plus vite possible notre cimetière pour ensuite ramener des équipements qui s'attacheront directement sur les jetons assassins qu'on va créer grâce à Ratona Keton. Alors vous allez voir, pas besoin de faire des réflexions à ce niveau-là. J'ai volontairement pris des cartes qui traînaient un peu partout chez moi pour builder un petit truc maison sans à aucun moment me rendre sur Magicville, sur EDHREC ou n'importe quel autre site. C'est un petit brou maison fait à l'arrache. Vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont pas du tout optimisées. Évidemment, quand on lit l'effet de la carte, on se dit qu'on va jouer le marteau colossal. Je ne possède pas le marteau colossal, donc il n'est pas dans le deck. Il est possible que je le rajoute plus tard, parce que c'est sans doute un deck que je vais optimiser petit à petit, sans non plus en faire un truc trop brutal, comme ça a pu être le cas avec Krullclaw par exemple, la dernière deck tech que j'ai fait. En tout cas, le but de ce deck, ça va être de s'adapter un petit peu au niveau des tables auxquelles je joue. Donc il manque plein de trucs, vous verrez, il y a certaines cartes qu'on un peu rien à faire là, ou en tout cas des cartes qui dans ce thème ne sont pas les plus puissantes de Magic, mais après tout c'est pas grave, le but c'est de m'amuser avec mes potes et de faire avec ce que j'ai sous la main sans payer un centime. Et en plus de ça, il se trouve que en 3 games, Ratona Keton il a quand même gagné 2 fois. Alors vous verrez, il y a quand même des cartes qui viennent de mes classeurs, donc il y a quelques trucs qui cotent un peu, mais quand on a une petite collection, pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans un deck pour faire un truc qui fonctionne, et ce deck en est la preuve. Alors tenez, ça c'est le magnifique token assassin que nous allons créer quand Ratona Keton connecte avec un adversaire, avec le foil sélectif sur la lune là, c'est goûtu. Pas hyper fan globalement du set Assassin's Creed, mais il y a des belles choses. On va pas bouder notre plaisir. Alors pour commencer, évidemment, là on parle d'une carte qui peut-être coûte un peu cher, Sakashima aux 1000 visages, donc ça c'est un clone, c'est probablement le meilleur clone pour copier son commandant, parce que c'est une 3-1 qui coûte 4, quand il arrive, il va arriver comme une copie d'une autre créature que l'on contrôle, et en plus de ça, la règle des légendaires ne va pas s'appliquer, ce qui fait qu'on pourra avoir 2 Ratona Keton sur le board, pour pouvoir doubler ses effets, parce que Ratona Keton il est un peu tout seul à faire ça, le truc de je connecte, je ramène un équipement du cimetière qui va s'attacher à un token, bon c'est pas un effet qu'on retrouve beaucoup, donc le but c'est de pouvoir le faire le plus possible quand même, et c'est pour ça que je joue Sakashima. D'habitude je ne mets pas Sakashima dans mes decks, là j'ai accès au bleu, j'ai besoin de pouvoir quand même de flood le board avec des tokens, donc voilà pourquoi j'ai un Sakashima, ça double le commandant. Alors on va devoir commencer dans nos games par remplir le cimetière, donc là on a plein de façons différentes de remplir le cimetière, notamment avec des cartes qui font défausser, mais aussi des cartes qui permettent de meuler, de s'auto-meuler, et on commence avec la faucheuse renégate. Pour 3, dont un noir, c'est une 2-3, elle a le vol, quand elle arrive sur le champ de bataille, on meule 4 cartes, et si au moins une carte d'ange est meulée de cette manière, on gagne 4 points de vie. Alors la deuxième partie de l'effet, on s'en fiche un peu, bien qu'il y a un ange dans le deck, vous le verrez. Bon, ça c'est pas très intéressant, ce qui est cool c'est que ça arrive, et derrière on va meuler de 4 dans l'espoir de remplir notre
cimetière avec au moins un équipement. Et alors, vous allez voir que globalement, on essaye de remplir le cimetière, surtout avec des créatures, parce qu'il faut qu'on puisse avoir du board présence, afin de potentiellement hardcast nos équipements qu'on va piocher, même si vous verrez qu'il y a des solutions pour s'en défausser, et pour les équiper directement. Et donc là, c'est cool parce que ça a le vol, ce qui fait que une 2-3 vols qu'on va équiper avec un bon équipement, et ça va pouvoir aller cogner assez facilement. Donc vous verrez quand même que le deck est quand même assez réfléchi dans le sens où certes, on va remplir le cimetière, mais on va remplir le cimetière grâce à des créatures qui plus tard pourront être équipées si on a des équipements qui nous collent à la main et qu'on a le mana pour les jouer. Screeching Scab, c'est une 2-1 pour 2, dont un bleu. Quand elle arrive, tout simplement, on va meuler 2-2. Alors, on va poser les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque directement dans notre cimetière. Le mot-clé meuler à l'époque n'existait pas. Triton des Fondrières avec un magnifique art de Seb McKinnon. C'est une 2-1 pour 2, elle a le contact mortel, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on va meuler 2 cartes et on va gagner 2 points de vie. Donc là, pouvoir équiper une créature qui a le contact mortel, c'est très efficace. Excavatrice appliquée, ça coûte 2, dont un bleu, c'est une 1-3, et à chaque fois qu'on lance un sort historique, le joueur ciblé met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Je vous rappelle qu'on joue beaucoup d'équipements, donc beaucoup d'artefacts. Les artefacts sont des sorts historiques, donc ça va permettre de se meuler assez facilement et de remplir le cimetière. Emery, Lurker of the Lock pour 3, dont un bleu, c'est une 1-2. Elle va coûter 1 de moins à jouer pour chaque artefact que l'on contrôle. Généralement, elle va coûter un bleu. Et quand elle entre sur le champ de bataille, très efficace, on va meuler de 4 cartes. Donc là, le but, c'est toujours de remplir le cimetière. Et on va aussi pouvoir l'engager, cibler un artefact dans notre cimetière, et on va pouvoir caster ce sort jusqu'à la fin du tour. Donc là, pareil, supposons qu'on arrive à remplir notre cimetière avec beaucoup d'artefacts, mais qu'on n'arrive pas à déclencher suffisamment la capacité de Ratona Keton, et Emery va nous aider justement à quand même profiter de ces équipements qui sont dans notre cimetière. Vous verrez, hein, c'est un peu toolbox, on a plein de solutions de secours, le deck tourne vachement bien, il est très bien huilé. Je m'y attendais pas, mais il a quand même été efficace. Hein. Aumônière aéroportée, c'est une 1-1 qui coûte 3, dont 1 blanc. Elle a le vol, donc pareil, c'est cool de l'équiper. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on va meuler de 3 cartes, et puis ensuite on peut mettre dans notre main une carte de plaine ou une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi les cartes meulées de cette manière. Et si on ne le fait pas, on va mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Donc c'est une 1-1 vol pour 3 qui va remplir le cimetière et qui va, entre guillemets, nous faire piocher une carte. Étoile de mer sinistre. Regardez ce que ça fait quand un dresseur de Pokémon abandonne son Pokémon. C'est une 0-3 pour 2, dont un noir. On l'engage, on surveille 1. Donc surveiller, je rappelle, on regarde la carte du dessus de la bibliothèque, et puis on peut la mettre dans le cimetière ou la laisser là où elle est. Vous commencez à comprendre le principe du deck, je crois. Détrousseur Ondin, c'est une 1-1 pour 2, dont un bleu. On l'engage, on pioche une carte, puis on choisit une carte et on s'en défausse. C'est wordé à l'ancienne quand même. Et d'ailleurs, c'est une carte de mon enfance qui vient de la 7ème édition, magnifique bord blanc. Je l'ai mise uniquement parce que c'est une carte de mon enfance, que je voulais la jouer, qu'elle me fait grave plaisir. Et puis ça permet de mettre un peu d'huile dans les rouages, donc très efficace Détrousseur Ondin. Même s'il y a bien mieux dans le genre, dans le deck et dans Magic de manière générale. Il est magnifique en all frame foil comme ça, c'est le Fossoyeur Abject, il coûte 4, dont 2 noirs, c'est une 2-2, il a le contact mortel, pareil très cool à équiper. Quand il arrive sur le champ de bataille, on cherche une carte dans notre bibliothèque, on la met directement dans notre cimetière, le but étant d'aller chercher le marteau colossal, et non, je le joue pas malheureusement, c'est d'aller chercher une épée, c'est d'aller chercher un gros machin, un gros équipement et de le mettre dans le cimetière, tout simplement. C'est un peu un tutor quelque part, mais je pense pas que ce soit game changer, parce que ça coûte cher, puis ça va dans le cimetière, donc c'est quand même très spécifique. Mais je l'aime bien. Deathcap marionnette, incroyable. Ce fungus, cette armée de champignons qui s'est emparée de ce crâne, incroyable. Caverns of Ixalan, un set que j'ai adoré. C'est une 1-1 Death Touch pour 2, dont un noir. Et quand elle arrive, on meule de 2 cartes, tout simplement. Encore une fois, ça a le Death Touch. Je n'ai pas choisi cette carte pour rien. Bandit des tombes, c'est une 1-1 pour 3 et ça a la menace. Sa capacité, c'est payer 1 et défaussez-vous d'une carte. Et le bandit des tombes explore. Alors explorer, on va regarder la carte du dessus de la bibliothèque. On va mettre cette carte dans notre main si c'est un terrain. Donc ça fait pioche, c'est cool. Et sinon, on lui met un marqueur +1/+1. Puis on peut choisir de laisser la carte au-dessus de la bibliothèque ou de la mettre dans le cimetière. Évidemment, peu importe le résultat, on est content parce que si c'est un land, on pioche. Et si c'est un équipement, on va le mettre au cimetière pour le ramener plus tard. Et le bandit va gagner +1/+1. Donc on va avoir un gros bandit menace qui potentiellement sera équipé en late game, c'est sympathique. Merfolk Secret Keeper, magnifique visuel, avec une frame showcase de Eldraine premier du nom. Le côté aventure, c'est un rituel qui coûte seulement un bleu qui va nous faire meuler 4 cartes, pas besoin d'expliquer en quoi c'est fort dans le deck. Et son côté créature, pour un mana bleu toujours, c'est une 0-4. Donc ça va très bien bloquer, franchement pour une petite commune, ça fait le taf, j'aimerais bien l'avoir en foil. Mais bon, on a pris ce qui traînait dans les boîtes en carton.
Tiens, bah voilà la carte du coup dont découle le mot-clé meuler, justement. C'est la meule hein, qui permet de meuler tout simplement. Donc c'est-à-dire prendre les cartes du dessus de la bibliothèque et les mettre dans le cimetière. Donc c'est un artefact qui coûte 2. Ensuite son effet, payer 2, engager un joueur ciblé, meule de cartes. Donc 99,9% des cas ce sera sur nous qu'il faudra le faire pour mettre nos équipements au cimetière. Appel de la lignée, ça c'est vraiment excellent, ça a été très efficace, en tout cas dans les 2 fois où je l'ai joué, ça a été extrêmement efficace. C'est un enchantement qui va coûter 2, dont un noir. Sa capacité, c'est payer 1, défaussez-vous d'une carte, et on va créer un jeton vampire 1-1 noir avec le lien de vie. On peut le faire qu'une seule fois par tour, malheureusement, mais bon, sinon ce serait cheaté, donc heureusement au final. Bon bah ça c'est très cool, parce que si on pioche des équipements, et l'appel de la lignée va nous permettre de les mettre au cimetière tout simplement. En plus le petit bonus, on va créer une 1-1 lien de vie. Donc pareil, équiper une créature avec du lien de vie, c'est très cool. Donc si on a des équipements qui nous collent à la main et qu'il faut les hardcast, on aura des cibles ensuite à équiper, et ça c'est cool. Et vous allez voir que ces petits tokens 1-1 qu'on crée en dehors des assassins que Ratonaketon va pondre, grâce à eux on peut potentiellement avoir un payoff en late game. Alors c'est très léger, hein, mais vous verrez qu'il y a des cartes qui synergisent un peu, même si c'est, encore une fois, pas très optimal. Sinistre mixture, alors ça c'est excellent dans le deck, ça coûte 1 noir seulement, c'est un enchantement. On va pouvoir payer 1 noir, payer 1 point de vie, et mettre la carte du dessus de la bibliothèque dans notre cimetière, se défausser d'une carte, sacrifier la sinistre mixture, et détruire la créature ciblée. Vraiment très très cool, j'ai le sentiment que ce genre de cartes sont un peu sous-cotées. Nous c'est très cool parce qu'on va remplir le cimetière, mais en plus quand c'est sur la table, ça met une petite pression, parce que pour 1 mana seulement, il suffit d'avoir 1 mana noir d'étape pour menacer un peu tout le monde. Donc voilà, sur une phase d'attaque où on pourrait prendre cher, tu dis attends là tu m'attaques, moi je détruis ton commandant et tu me fais plus chier quoi. Donc pour un sort qui nous coûte si peu, je trouve que c'est quand même très efficace, Sinistre Mixture. Le mur des pensées perdu. Pour 2 mana, dont un bleu, c'est une 0-4 avec le défenseur, donc elle n'attaquera pas évidemment. Et quand le mur arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, on va meuler de 4. On va s'auto-meuler de 4. Bon après c'est juste une 0-4 défenseur, mais en début de partie ça bloque bien. Et puis de toute façon on veut absolument remplir notre cimetière. Assistant dément, c'est une 1-1 pour 2, c'est un humain sorcier. C'est un petit dork, on va l'engager, meuler une carte et faire un mana incolore. Voilà, c'est rigolo, je me rappelais même plus que cette carte existait. On remplit le cimetière, on rampe. Voilà, sympathique. Le maître de la mort, il coûte 10 mire plus 1, il est zombie et sorcier, 3-1. Quand le maître de la mort arrive sur le champ de bataille, surveillez 2, donc il remplit notre cimetière. Et au début de notre entretien, s'il est dans le cimetière, on peut payer 1 point de vie et le renvoyer dans notre main. Donc on va pouvoir le recaster pour resurveiller derrière, donc c'est très efficace. Le collectionneur deuil, encore une carte d'Eldraine magnifique. Ça coûte 1 noir, c'est une 1-1 qui a le vol. Et quand elle met des damage à un player, chaque joueur va prendre la carte du dessus de sa bibliothèque et la mettre dans le cimetière. Ça compte pour tout le monde, mais aussi pour vous. Voilà. Et là, on a un foil sélectif qui est plutôt incroyable, et j'aimerais voir ça plus souvent. Dans le genre carte pas très optimisée, bon voilà. Après, c'est joli quand même, c'est joli. Messager de chrome, ça coûte 1 blanc, 1 bleu, 1 générique, c'est une 1-1 vol. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on va révéler les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. On va mettre une d'elles dans notre main et l'autre dans le cimetière. Donc c'est bien, on peut choisir un peu ce qu'on met au cimetière et ce qu'on pioche. Et si on met une carte d'artefact dans notre main, on aura préféré au cimetière, on va gagner 3 points de vie. Bon, ça a le power level d'un slot un peu lointain en limité. Encore une fois, j'ai pris un petit peu ce qui traînait dans mes boîtes. Je pense que ça, c'est un slot facilement remplaçable. Et là aussi, un slot facilement remplaçable, mais bon. C'est un artefact, Soul Cipher Board, ça coûte 2, dont un bleu. Il arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs Omen sur lui. On peut payer 2, l'engager, regarder les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque et mettre l'une d'elles dans notre cimetière. Et quand une carte de créature est mise dans notre cimetière depuis n'importe où, on va pouvoir retirer un marqueur sur lui, et quand il n'a plus de marqueur, il se retourne. C'est vraiment pas optimal, hein, parce que le but de notre deck, c'est de mettre les artefacts au cimetière. Il va devenir le Cypherbound Spirit, c'est une 3-2 vol, il peut bloquer que les créatures avec le vol. On peut payer 4, dont un bleu, piocher 2 cartes et discard. Donc c'est vrai que le bac est quand même plus cool, hein, parce qu'une 3-2 vol à équiper, c'est quand même chouette. Puis derrière, sa capacité permet vraiment de pouvoir de remplir un peu le cimetière comme on veut. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le deck est pas optimal, parce qu'on a ce genre de cartes qui sont largement remplaçables.
Lui par exemple, on serait très content de le remplacer contre un marteau colossal. Oui, ça fait 3 fois que je le cite, mais bon, peut-être que je vais me permettre d'acheter une carte quand même, histoire de. Et on va enchaîner avec les équipements, hein, que normalement on espère mettre au cimetière, mais comme vous l'avez vu, s'il nous colle à la main, c'est pas très grave parce qu'on aura quand même des petites créatures à équiper. Et on commence par un équipement qui est un peu RP, parce que ça nous vient de Assassin's Creed, et puis c'est une espèce c'est une lame, ça s'appelle la lame secrète, hein, donc ça s'invente pas. Ça coûte 2, ça le flash, quand ça arrive sur le champ de bataille, on peut l'attacher directement à une créature que l'on contrôle. Si cette créature est un assassin, elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Donc ça fait un peu office d'anti-bet, hein. Pour 2, en flash, il n'y a pas besoin de l'équiper. C'est un genre de petit anti-bet pour 2. Bon, va falloir envoyer au casse-pipe un assassin, mais c'est pas très grave. Et encore au casse-pipe, pas tant que ça, parce que la créature équipée va avoir +1, +0 et l'initiative. Donc vraiment là, pour le coup, on est sûr de taper avant. Avec le contact mortel, ça tue la créature en face, et on est tranquille. Et puis bon, c'est vrai que si elle arrive depuis le cimetière, ce sera quand même moins efficace, parce que normalement, on aura déjà fait notre phase d'attaque pour que Raktonaketon puisse se connecter. Donc forcément, le contact mortel, c'est que jusqu'à la fin du tour. Donc ça, pour le coup, ça fait plus partie des équipements qu'on souhaite hardcaster depuis notre main. Et sinon, c'est équipement 2. Shadow Spear, ça c'est très costaud, ça nous vient du dernier Terros, ça coûte seulement 1 à jouer. La créature équipée va gagner +1/+1 le piétinement et le lien de vie, et on peut payer 1. Et les permanents que nos adversaires contrôlent perdent le Hexproof et l'indestructible. Ça peut être très très efficace, surtout quand on a des grosses créatures bien reloues à cibler en face. Shadow Spear, c'est à ne pas négliger, ça peut être très fort. J'ai émis certaines épées parce que on les a ouvertes ensemble, hein, tout simplement, donc je rentabilise mes ouvertures. Épée de forge et de frontière, ça coûte 3 comme toutes les épées, ça donne +2/+2 comme toutes les épées. Ce qui est pas dégueu, +2/+2, hein. Il n'y a pas tant d'équipements que ça qui donne +2/+2. Protection contre le rouge et le vert, ce qui peut nous aider à passer certaines défenses adverses, surtout en multi. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, ce qui va arriver assez facilement avec la protection, on exile les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, et on peut jouer ces cartes jusqu'à la fin du tour, et on peut jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Ça fait un petit effet de rampe qui n'est pas négligeable. Armure des plates, ça c'est assez costaud. Alors je vous dis les coups de mana à chaque fois, mais bon, la plupart du temps on essaie de les jouer gratos depuis le cimetière, hein. Ça coûte 3 dont 1 blanc. La créature équipée gagne +3/+3 et la parade 1. Et si jamais on a besoin de l'équiper à la main, et ça coûte 1 de moins à activer pour chaque autre équipement que l'on contrôle, sachant que de base, il faut l'équiper pour 3. Bon, assez facilement, pour 1 voire 0, on va pouvoir l'équiper nous-mêmes sans passer par le cimetière. Blackblade Reforge, ça c'est tout simplement un des équipements les plus forts du deck. Ça coûte seulement 2, on peut équiper les créatures légendaires pour 3 et l'équiper pour 7. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque land que l'on contrôle. En late game, moi j'étais arrivé à +9/+9. Bon, ça m'a permis de tuer un de mes adversaires, mais pas de gagner à la partie. Mais ça reste très fort. Encore une épée de jadis et d'avenir, donc ça coûte 3, +2/+2, protection contre le bleu et le noir. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, on surveille 2, c'est ce qu'on veut. Puis on peut lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis notre cimetière sans payer son coût de mana. Ça m'a jamais servi, mais en y réfléchissant bien, c'est vrai qu'à certains moments, si je m'en étais mieux servi, ça aurait pu faire des trucs. Après, vous verrez qu'on joue très peu d'éphémères, très peu de rituels. Il y a de la gestion un peu en éphémère et en rituel, mais bon, en vrai, moi, le +2/+2 protection et surveille 2, ça me suffisait. Hop, là, je l'ai mis. Maul of the Skyclaves. Regardez comme il est magnifique, ce marteau volant. Il coûte 3, dont 1 blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut directement l'attacher à une créature, ça c'est costaud. Et la créature équipée gagne +2/+2, le vol et le first strike. Eh oui, il est rare, hein. Il est rare, parce qu'il est très très costaud. Ça aussi c'est extrêmement fort, surtout en multi, et vu le peu de coups de mana que ça coûte, je suis assez étonné en fait que l'effet soit si fort. Ça coûte seulement 1, et quand une créature meurt, donc peu importe, hein, je vous rappelle que vous êtes 4 à la table, donc quand une créature meurt, on met un marqueur +1/+1 sur la créature équipée. Voilà, et en plus si c'est un vampire, on met 2 marqueurs +1/+1. En plus, ça coûte seulement 1 équipé, donc même si on la joue depuis notre main, c'est pas très grave. Juste la carte en elle-même a un power level de fou furieux, surtout en commandeur multi, donc c'est... je l'avais, donc je l'ai mise, hein, c'est juste trop fort en fait. C'est-à-dire qu'en un tour de table, le temps que ça revienne jusqu'à vous, si vous êtes en milieu de partie late game, la créature, elle peut gagner 5, 6, 7, 10 marqueurs en un tour, hein, c'est vraiment débile. Ça m'est pas encore arrivé, mais il faut imaginer. Pareil, équipement surpuissant qu'on avait ouvert ensemble, Caldra, parachevé, ça coûte 7, équipement 7, mais nous, on s'en fout. En plus, c'est indestructible. La créature équipée va gagner +5/+5 et à l'initiative, le piétinement, l'indestructible et la célérité. C'est extrêmement fort. Ça peut largement faire partie de nos kills si jamais on s'oriente vers un truc un peu plus Voltron, même si c'est pas le but.
peut y avoir des parties où le deck se transforme un petit peu en Voltron. Et en plus, ça a l'arme vivante, ce qui veut dire que quand ça arrive sur le champ de bataille, eh ben, on peut créer un petit token 0-0 sur lequel on va directement attacher l'équipement, ce qui fait qu'on aura une 5-5 initiative piétinement indestructible célérité. C'est pour ça que c'est une mythique, c'est très très fort. L'Oxodon Warhammer, le classique, qui vient de mon précon Arabo, un des premiers decks que j'ai acheté. Ça coûte 3, ça s'équipe pour 3, ça donne plus 3, plus 0, le Trample et le Lifelink. C'est très costaud, c'est très costaud. On veut du Lifelink hein, dans le deck, il n'y en a pas assez. Hein. Ça, je l'ai remarqué à la dernière game que j'ai fait avec. Ogre's Cleaver, ça coûte 2, on l'attache pour 5. Plus 5, plus 0, c'est du costaud. Hein. Donc quand je vous dis que des fois ça peut partir un peu en mode Voltron, bah voilà, hein, c'est le genre d'équipement qu'on est content d'avoir quand on attaque surtout avec la menace, ou l'initiative, ou le lien de vie. Ah, plus 5, plus 0, c'est fort. Hein. Énorme lame d'énergie qui nous vient de Kamigawa Neon Dynasty. Ça coûte 3, dont 1 noir. La créature équipée gagne plus 4, plus 0, c'est du costaud. Mais à chaque fois qu'elle devient attachée à une créature, on engage la créature. Nous, on s'en fiche un peu, parce que globalement, quand on va créer notre assassin, en fait, on aura déjà passé notre phase d'attaque. Donc on va ramener l'énorme lame du cimetière, l'attacher à l'assassin qui va s'engager. Bon, j'avais toujours un peu cherché un slot pour cette carte, voilà, je trouve ça rigolo. En tout cas, le flavor de la carte est rigolo. La hache de bataille forgée dans le sang, ça c'est l'équipement qui se multiplie, il est très chouette. Il coûte seulement 1 à cast et seulement 2 à équiper. La créature équipée gagne plus 2, plus 0. Et à chaque fois que la créature inflige des blessures de combat à un joueur, on va créer un jeton qui est une copie de la hache. Voilà, donc on va avoir plein de petites haches que nos assassins pourront ramasser directement au sol afin d'aller aggro nos adversaires. Ça traînait dans une de mes boîtes, j'ai dit banco. Argentum Armor, ça aussi ça fait partie des équipements les plus puissants du deck. Ça coûte 6 à cast, 6 à équiper. Ça donne plus 6, plus 6. Il y a un délire autour du chiffre 6, je ne sais pas pourquoi. Et en plus de ça, quand la créature équipée va attaquer, on va pouvoir détruire un permanent. Ça c'est le genre de carte qui met une pression sur le board, je ne vous raconte pas. Évidemment que s'il y a de la gestion d'artefacts sur la table, Argentum Armor ne va pas faire long feu. Ça permet aussi de faire des alliances, pourquoi pas. Une carte également qui a fait trembler mes adversaires, et c'est bien normal parce qu'elle est bien horrible. Pointe de quiétude, ça coûte 3 à cast, 3 à équiper. Alors premièrement, ça donne le contact mortel à la créature équipée, histoire d'être bien bâtard jusqu'au bout. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie. Arrondi à l'unité supérieure. C'est abominable parce que premièrement, il va prendre ses 3, 4, 5 dégâts dans la tronche. Ensuite, on va diviser CPV par 2, donc c'est assez horrible. En tout cas, quand ça va connecter en début de partie, en face, ça fait vraiment la gueule. Hein. Et évidemment, vous allez devenir l'arc ennemi. En late game, évidemment, c'est un peu moins efficace, mais bon, je le laisse quand même dans le deck parce que... juste, j'aime trop la carte, quoi. Épée des humbles, tout simplement, ça coûte 2 à cast, 2 à équiper, la créature équipée gagne plus 1, plus 2, c'est pas énorme, mais... À chaque fois qu'une créature 1-1 arrive sur le champ de bataille, ça tombe bien, Ratonaketon, c'est ce qu'il fait, sous notre contrôle, et on peut renvoyer l'épée des humbles sur le champ de bataille depuis le cimetière, puis l'attacher à cette créature. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec l'effet de Ratonaketon, on va créer notre token, on va lui attacher un équipement du cimetière gratos, et en plus, si l'épée des humbles est au cimetière, elle aussi va venir s'attacher gratos. Donc double dague, double épée, en mode berserker, bam. Et puis on l'a déjà vu, mais vous le verrez encore, on a plein d'autres moyens de créer des petits tokens 1-1, donc ça fonctionne bien. Sigil Sword of Valeron, ça coûte 3, et ça coûte 3 équipés. La créature équipée gagne plus de plus 0, à la vigilance est un chevalier, en plus de ses autres types. Bon ça on s'en fout un peu, CRP avec la carte évidemment. Et quand la créature équipée attaque, on va créer un 2-2 chevalier token avec la vigilance qui est attaquant en plus de ça. Donc ça c'est cool parce que ça va pouvoir faire de la board présence avec des petits jetons avec des mots-clés sympas sur lesquels on va pouvoir attacher nos équipements. Oui, parce que les équipements, ils viennent du cimetière, on peut les jouer de la main potentiellement, mais si jamais on nous tue nos assassins, il faut bien trouver quelqu'un pour ramasser l'équipement et se battre avec. Donc avoir des petites créatures, avoir des petits tokens qu'on pond comme ça à gauche à droite, ça permet de les valoriser par la suite. Seraphic Great Sword, encore une fois une carte qui va nous pondre des tokens, mais des gros tokens cette fois. Ça coûte seulement 2 à jouer, mais 4 à équiper. La créature équipée va gagner plus 2, plus 2. Et quand cette créature équipée attaque le joueur qui a le plus de points de vie dans la game, on va créer un 4-4 ange avec le vol qui attaque ce joueur. Alors c'est extrêmement brutal. Évidemment, si vous êtes devant et que vous avez plus de points de vie, c'est moins efficace. Mais dans tous les cas, ça reste plus de plus 2 à une créature. Et puis il y a bien un moment donné où quelqu'un aura plus de points de vie que vous. Et là, bam, il sera bien dégoûté de se faire focus par vous. Et équiper des 4-4 vols, c'est efficace aussi. Hein. Alors ça, c'est vraiment
vraiment une carte qui aide beaucoup à faire tourner le deck, elle est vraiment chouette. Mask of Memory, ça coûte 2 et seulement 1 à équiper, et quand la créature équipée met des combats de damage à un joueur, et ben on va pouvoir piocher 2 et discard 1. Donc déjà piocher 2 c'est fat, et en plus de ça on peut remplir le cimetière. Donc là c'est vraiment genre, dans le deck on peut pas espérer mieux en fait quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment garder ce qu'il faut en main, mettre les équipements au cimetière, c'est parfait. Et dernière petite carte un peu rigolote que je n'ai pas cast encore, c'est le Cloud Steel Kirin, il coûte 3 dont 1 blanc, il est 3-2. Donc c'est un artefact créature équipement, donc il peut juste arriver en tant que 3 de vol, mais si il est équipé à une créature, la créature a déjà le vol, et en plus de ça on ne peut pas perdre la partie, et nos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est un peu rigolo, bon on peut la reconfigurer, donc l'équiper pour 5, pourquoi pas, mais ça c'est jamais arrivé, mais bon bah c'est sûr que ça prend anti-bet direct, hein, ou anti-artefact, donc oui c'est un petit peu fragile, mais en même temps c'est normal, c'est une carte qui fait qu'on peut pas perdre la partie, donc je l'ai mise parce que je l'avais et que c'était rigolo. Et on va enchaîner avec les potentiels kills du deck. Alors quand je dis que c'est des kills, voilà, c'est des cartes un peu costauds qui vont booster le board et qui synergisent un peu avec tous nos tokens. Et encore, vous verrez qu'il y a des trucs un peu rincés. Donc c'est vraiment à partir de là que vous allez voir que j'ai vraiment pris ce qui traînait. Mais bon, il y a du bon, il y a du moyen, il y a du vraiment moins bon. Ramsès Assassin Lord, par contre, ça c'est très chouette. Ça coûte 10 mir plus 2, il est 4 cases Death Touch. Les autres assassins que l'on contrôle gagnent +1/+1. Ça tombe bien, on pond pas mal de tokens assassins dans la partie. Et alors ça c'est très marrant, et j'avoue que c'est une façon de gagner très originale. Et c'est vrai que j'ai pas de deck qui permette de gagner de façon originale à Magic. J'espère un jour que Ramsès me permettra d'accomplir ce fantasme. En tout cas, si un joueur est amené à perdre la partie, si on l'a attaqué avec un assassin pendant ce tour, et ben on gagne la partie. Alors il n'y a même pas besoin de connecter avec l'assassin en question, il suffit juste qu'on l'ait attaqué avec un token 1/1 menace, et que le reste de nos créatures ait eu le reach sur un de nos adversaires, et ben on gagne la partie. Donc c'est rigolo parce que du coup ça élimine, c'est une carte qui quelque part élimine un peu d'un seul coup 2 adversaires, comme ça on a juste à se focus sur une seule personne, ce qui est pas très cool, mais en même temps c'est la carte qui veut ça, et c'est pas de ma faute si je te focus, hein, c'est marqué sur la carte. Hein. Si je veux gagner je dois te focus. Évidemment vous allez focus l'adversaire qui est déjà un peu dans la sauce, qui a pas trop de board présence, et avec lequel on peut connecter avec nos créatures, et puis bah directement ça nous débarrasse de 2 adversaires d'un coup quoi, donc c'est assez rigolo. C'est parfait avec Ratona Keton en plus qui est Esper, donc voilà, je me suis permis un petit Ramsès parce que je l'avais. Imhotep le Seigneur des Ténèbres, il marche trop bien, qu'est-ce qu'il a fait le taf lui sur la première game où j'ai testé le deck car j'ai eu la chance de le piocher. Il coûte 4, c'est une 3-3, premier effet, à chaque fois qu'au moins une carte d'artefact quitte votre cimetière, on crée 2 jetons 2/2 noirs, Nécron et Guerrier, c'est énorme. Alors qu'à chaque fois que Ratona Keton va nous ramener un équipement du cimetière, on va créer 4 de body sur le board, donc 2 fois 2/2, c'est vraiment pas dégueu. En plus c'est des créatures artefacts, je vous rappelle qu'on a des petites synergies artefacts dans le deck, et il y a aussi une deuxième capacité, au début du combat pendant notre tour, une créature artefact ciblée que l'on contrôle gagne +2/+2 et acquiert la menace. Donc pareil, un très chouette de pouvoir équiper nos Nécrons qui vont gagner la menace et +2/+2 pour aller bourrer en face. Imhotep dans ce deck c'est extrêmement puissant. Alors volonté d'acroma, bon déjà carte magnifique, incroyable, en extended foil comme ça, aïe aïe aïe. Tous les decks créatures qui attaquent, un jeton, midrange, ce que vous voulez. Volonté d'acroma, ça reste quand même très fort. C'est un éphémère qui coûte seulement 4, dont un blanc. On va pouvoir choisir un des 2 modes. Et en plus, là où c'est overkill, c'est que si on contrôle notre commandant, quand on casse ce sort, on va pouvoir choisir les 2 modes. Le premier mode, les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol, la vigilance, la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et le deuxième mode, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie, l'indestructible et la protection contre toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire que si vous avez quelques créatures équipées, déjà rien que la double initiative, ça va faire super mal. Le lien de vie, vous allez creuser un écart avec vos adversaires qui est monstrueux. Et puis avec la protection et tout, forcément ça va passer les défenses adverses. Hein, donc ça c'est jamais cast encore, mais je lui fais confiance. Ça m'est arrivé de me retrouver avec des boards où je dormais un peu, où mes créatures n'étaient pas assez efficace pour aller taper en face. Sur un top deck volonté d'acroma, là, ça débloque vraiment la situation. Aberration angélique, alors ce truc-là m'a collé à la main, ça m'a bien servi à rien. C'est l'ange dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Je dirais peut-être même que c'est un peu nul, mais encore une fois, je l'ai vu passer. C'est un de mes artworks récents préférés. Elgussie Belzer, hein, incroyable. Mais quand j'ai lu la carte, je me suis dit que ça pouvait marcher, mais là, ça n'a pas marché. Vous allez comprendre pourquoi je pensais que ça pouvait marcher. Bon, déjà, c'est une 4/4 vol vigilance. Bon, elle a la carence, c'est-à-dire qu'elle a pas de couleur, mais ça, on s'en fiche. Bon, le body est ok, hein. Et en plus, quand ça arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir sacrifier n'importe quel nombre de créatures
chacune avec une force ou une endurance de base inférieure ou égale à 1. Bon bah vu que je ponds des petits tokens et que mes assassins ils sont 1-1, parce que là on parle bien de l'endurance ou la force de base, hein, pas après qu'ils aient été équipés ou quoi que ce soit, et bah je me suis dit que je pouvais les sacrifier, parce que derrière on crée autant de jetons de créatures 4-4, Eldrazi, Ange avec le vol et la vigilance, donc en fait toutes nos 1-1 se transforment en 4-4, mais en fait c'est complètement débile, parce que si je sacrifie en fait ces créatures, en fait les équipements vont se détacher. Donc certes après j'ai des 4-4 vol vigilance, mais il faut que je repaye tous les coûts d'équipement, et sachant que j'en ai beaucoup en late game, et que ça c'est une carte de late game, ça va me coûter un tour entier si c'est pas plus de rééquiper tout le monde. Bon en fait quand j'ai pioché la carte j'ai fait mais je suis complètement con, en fait ça ne marche pas. Donc voilà, réfléchissez bien quand vous buildez vos decks. Encore une fois c'est un truc que j'ai fait un peu à l'arrache, un peu au dernier moment avec ce que j'avais sous la main, donc forcément voilà, ça marche pas trop. Vous comprendrez que je puisse remplacer cette aberration angélique par un marteau qui serait très gros, je sais pas, avec le chiffre 10 dans les faits. Alors ça pareil c'est totalement OSEF, je sais pas ce que ça fout là. Il devait me manquer une carte au dernier moment, j'ai fait tiens viens là toi. J'ai ouvert la première boîte que j'avais sous la main. Serra de la Rédemptrice, ça coûte 5 dont 2 blancs, c'est une 2-4 vol. Prout, ça fait prout. Par contre, à chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc ouais, en fait, ça va rendre nos tokens beaucoup plus puissants, c'est vrai. Bon, en fait, c'est pas si dégueu, parce que j'avoue que des tokens, on en pond pas mal avec le deck. Donc c'est pas si dégueu, mais c'est vrai qu'en termes de synergie, je pense qu'il y a beaucoup plus costaud. Mais là, en lisant la carte, ouais, c'est pas le truc le plus moche non plus, quoi. Et dernière carte qui permet un peu d'aller vers notre kill, comme ça, et de carte de support, qui permet aussi de booster les autres créatures. Kemba K Enduring, pauvre Kemba qui s'est fait phyrexianiser la tronche, visiblement. C'est une 2-2 pour 2 seulement, dont un blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, ou qu'un autre chat arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, ce qui n'arrivera probablement jamais, mais quand même, on peut lui attacher un équipement directement. Donc Kemba il va arriver, on va pouvoir lui attacher un équipement directement. Les autres créatures équipées gagnent +1/+1, créatures que l'on contrôle. Donc ça c'est cool, ça permet de booster un peu tout le monde. Donc voilà, ça pareil, c'est pas overkill, c'est sympathique, ça booste un peu tout le monde, ça rend le deck un peu plus solide, mais c'est pas non plus incroyable. Alors si, en fait j'avais oublié son mana sync, c'est que pour 5 dons de blanc, on va créer un 2-2 chaque créature token, sur lequel effectivement on pourra directement équiper un marteau colossal. J'arrête. Mais oui, alors c'est jamais arrivé, mais pourquoi pas. Je vous ai dit, c'est pas un gros deck. On n'est pas dans l'overkill, on n'est pas dans la méchanceté, on est dans la douceur et la gentillesse. Je dis ça, puis en fait, je vois que je suis en train de prendre dans ma main le Marneus Calgar, qui a vraiment fait le taf. Alors lui, il est extrêmement costaud. Il coûte 5, dont Esper. Il est 3-5 avec la double init. Alors déjà, lui, quand on l'équipe, ça fait mal. Bon, il nous vient de Warhammer. Cette Warhammer, incroyable. À chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on va piocher une carte. Donc partout, on a au moins un token qui arrive sur le champ de bataille, parfois plus, donc qui va nous faire piocher énormément. Et derrière, on peut payer 6, créer 2 jetons de créatures blanches Astarat et guerrier avec la vigilance. Pareil, le mana sync qui va pas trop servir, mais la carte en soi est quand même très costaud. Donc là, je l'ai pas précisé, mais on est sur la pile de cartes qui me permet de piocher, de faire du card advantage, voilà. Même si déjà, entre guillemets, Ratonaketon permet un peu ça en ramenant des équipements gratos depuis le cimetière. Faut quand même un petit peu huiler tout ça avec un peu de pioche, donc là j'ai quand même 6-7 cartes de pioche en plus dans le deck, qui synergisent plus ou moins, vous verrez. Bon bah Loran de la 3ème voie, hein, tout simplement parce que j'en avais une qui traînait, et que bah quand tu joues blanc c'est hyper efficace, parce que c'est une 2-1 pour 3 dont un blanc seulement, elle a la vigilance, et quand elle arrive sur le champ de bataille, et ben on va pouvoir détruire une cible, artefact ou enchantement. Donc ça c'est vraiment cool qu'on puisse cibler les enchantements et les artefacts. Bon vraiment si vous jouez blanc celle-là faut la mettre, hein, c'est gratos. Et on peut l'engager, piocher une carte, mais ça va également faire piocher un adversaire, ce qui est vraiment pas grave parce que ça peut vous permettre en fait de faire des alliances, hein, c'est un outil politique. Et au pire des cas on fait piocher la personne qui est en mana death, ou qui est en mana flow, ou qui galère, et puis bah voilà comme ça en plus on passe pour le bon samaritain. Loran, un incontournable des decks blancs hein, désormais. Merci Onery pour cette très bonne idée, encore une carte un petit peu politique, encore une carte qui permet de créer des alliances. Tenius Truce, c'est un enchantement aura qui va coûter 2 dont un blanc. Au début de la phase de fin du joueur enchanté,
vous et ce joueur allez piocher une carte. Donc encore une fois, à l'instar de Loran, ça va aider un de vos adversaires, mais c'est pas grave parce que vous allez piocher, faire un balle de carte advantage, et évidemment, vous allez enchanter la personne qui est la moins dangereuse à la table. Donc en fait, c'est surtout vous qui allez en profiter. Et en plus de ça, si vous attaquez la personne enchantée, ou si la personne enchantée vous attaque, on détruit cet enchantement. Donc en plus, ça va vous protéger un peu d'un ou d'une de vos adversaires, donc non, c'est très rigolo, ça va faire balle de carte advantage, et j'aime bien la carte. Donc encore une fois, merci Passion Carton pour le tips. Idole de l'oubli, un classique des deck tokens, évidemment, ça fait trop piocher. Ça coûte 2. On l'engage, on pioche une carte et on peut l'activer. On peut activer cette capacité uniquement si on a créé un jeton dans le tour. Je joue ça également dans Jolly Balloon Man parce que je crée à balle de token, donc forcément on va piocher une carte en plus par tour. Ça coûte que 2, c'est gratos. On peut aussi payer 8, l'engager, la sacrifier et créer une 10-10 incolore Eldrazi, ça n'est jamais arrivé. Pas de raison que ça arrive, surtout en late game, une 8-8 qui fait rien, on s'en fout un peu. Encore un piocheur très synergisant, Sram, Seigneur Édifisseur, un nain qui nous vient de Kaladesh, qui est 2-2 pour 2, dont un blanc, et à chaque fois que l'on caste un sort d'équipement, d'aura ou de véhicule, on pioche une carte. Alors c'est vrai que les équipements, on préfère les ramener gratos depuis le cimetière, mais comme je vous ai dit, ça arrive régulièrement de hardcast des équipements depuis notre main. Et tout ça sera très rentabilisé grâce à SRAM. Un petit Téchar qui nous vient de Dominaria, c'est une 2-2 vol pour 4, dont un blanc. Et à chaque fois que l'on lance un sort historique, donc artefact ou légendaire, on retourne une créature... Oui, c'est une créature, pardon. Une créature qui coûte 3 ou moins directement depuis le cimetière sur le champ de bataille. Très efficace pour amener toutes ces petites créatures qui nous font meuler. Ou celles qu'on le contact mortel, toutes celles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui finiront à un moment donné ou un autre au cimetière. Et ça c'est très cool parce qu'avec tes chars on va toutes les ramener. Donc encore un peu d'huile dans ce deck qui permet de le faire tourner correctement. Et une carte plutôt coolos mais en vrai un peu osef dans le deck, Héroïne des Dunes. Ça coûte 5, dont un blanc, un noir, c'est une 3-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte d'artefact ou de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. C'est un bébé Téchar, on va dire. Et les créatures que l'on contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 gagnent plus 1, plus 0. Ce qui est cool, c'est que les tokens ont une valeur de mana de 0. Donc ça permet de booster aussi les tokens. Donc mi bout à bout, le Kemba plus l'héroïne, etc., etc. Et on commence à avoir des petits tokens qui sont assez costauds, d'autant plus s'ils sont équipés. Et on se rapproche doucement de la fin de cette deck tech, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées, pourquoi pas. N'hésitez pas à le build, ce deck, de façon peut-être un peu plus compétitive, pourquoi pas, ça vous donne des idées. Et là, on va arriver sur les sorts de gestion, sur les anti-bêtes et sur les Vras. Resculpter, ça coûte 2 et on va pouvoir exiler un artefact ou une créature ciblée. Son contrôleur, en échange, va créer une 4-4 bleu-rouge élémentale, mais pour seulement 2 mana, quand on peut exiler à peu près ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, artefacts et créatures, ça fait quand même beaucoup de cibles. À peu près 80% des permanents qui seront sur le board durant une partie. C'est hyper efficace. C'est-à-dire, gérer une gigantesque bestiole ou gérer un commandant qui sera remplacé par une petite 4-4 OZEF, franchement, ça vaut largement le coup. En plus en éphémère, donc moi j'ai accès au bleu, je joue ça. Ça traînait dans une boîte, c'est gratos. Alors pareil, ça j'ai trouvé ça dans mes boîtes de vieilles cartes old school, old frame, que j'adore. Bon, ça c'est un peu compliqué à jouer, mais c'est rigolo, puis ça synergise un peu avec le deck. Rêve maladif, ça coûte 2, dont un noir, c'est un rituel, et en tant que coût supplémentaire pour jouer les rêves maladifs, on va se défausser de X cartes de notre main, si possible 1, 2 ou 3 équipements. Et les rêves maladifs vont infliger X blessures à chaque créature et à chaque joueur. En fait, c'est très chiant parce que moi qui ai beaucoup de petites créatures de base, beaucoup de petits tokens, des petits assassins, des choses comme ça, et puis même Ratonaketon qui est que 3-3 de base, autant vous dire que c'est compliqué d'être très efficace avec cette carte. Après voilà, ça fait un petit rasboard sympa, pourquoi pas. Si vous êtes en retard sur la game et que y a et que vous piochez en fait tous vos artefacts qui vous collent à la main, pourquoi pas, ça peut marcher. Je vous ai dit, c'est pas très optimisé. La bataille du pont, ça coûte 1 noir plus X. Ça a l'improvisation, donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura engagé tout notre mana, on pourra rajouter du mana à ce sort en engageant des artefacts, tout simplement. Donc si tous nos dorks et si tous nos lands sont engagés, on peut payer le reste avec nos artefacts, ça c'est cool. Donc les engager comme si c'était des dorks ou des terrains. Et la créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour et on va gagner X points de vie. Très sympathique pour gérer les commandants. En late game, on a pas mal d'artefacts quand même sur le board, entre 5 et 10 généralement. Et donc pouvoir gérer une grosse bestiole et se refaire un peu en gagnant des points de vie, c'est pas négligeable. Il y a carrément mieux dans le genre, on va pas se mentir, mais bon. Encore une fois, ça m'est passé sous le bec, moi j'ai pris.
Blasphemous Edict, tout simplement parce que j'en avais commandé un quand c'est sorti en foil avec ce visuel horror folk complètement taré. La carte est magnifique, je l'avais commandé à l'époque sur mon partenaire Card Trader évidemment. Bon bah c'est un petit peu le Blasphemous Act mais en noir, voilà. À la base ça coûte 5 dons de noir, mais vous allez pouvoir payer seulement un mana noir pour le cast s'il y a 13 créatures ou plus sur le board. Alors évidemment c'est un race board, donc généralement en multi on arrive assez facilement à des gros boards, ce qui fait que la plupart du temps il va coûter 1, à l'instar évidemment du Blasphemous Act. Et on va infliger 13 dégâts à toutes les créatures, donc ça va faire le ménage, pareil. Si on est en retard, que c'est galère, ou par exemple qu'on a réussi à caster tous nos artefacts, mais que les créatures arrivent pas et qu'on se fait gérer régulièrement le commandant, bah c'est cool parce qu'on va raser les boards adverses, et puis bah nous, on gardera nos artefacts. Bon, dans ce genre de situation, c'est sympa, mais encore une fois, c'est pas non plus la panacée adieu, parce que adieu, tout simplement, ça gère trop de trucs. C'est une vrasse modale qui coûte 6 dont un blanc, normalement vous la connaissez. Hein. On peut exiler soit tous les artefacts, soit toutes les créatures, soit tous les enchantements, soit tous les cimetières, et on choisit un petit peu comme on veut. On peut choisir l'un en plus, donc en fait on fait un peu ce qu'on veut. Évidemment, on va pas exiler les cimetières, c'est complètement con. Hein. Peut-être des situations où ça peut arriver, mais normalement on va éviter avec ce deck. Moi je joue pas assez d'interactions d'habitude, je joue pas assez de Vrasse et de sorts de gestion. Là je me dis avec Esper, j'ai accès à plein de Vrasse que j'aime bien, plein de sorts de gestion que j'aime bien, j'ai fait allez go. Motif sournois, c'est un enchantement qui coûte 2, dont 1 noir. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille, c'est-à-dire au moins une fois par tour chez nous, sous notre contrôle, et bah on peut payer 1, et si on fait ainsi, chaque adversaire va perdre 1 point de vie, et nous on va gagner 1 point de vie. C'est pas énorme, je vous avoue. Par contre, on peut payer 2, dont 1 noir, sacrifier les motifs sournois, et détruire une créature ciblée. On peut activer cette capa que si on contrôle au moins 2 artefacts, ce qui sera toujours le cas, je vous rassure. Ça met une petite pression, voilà. En fait, c'est rigolo, les sorts de gestion, et en tout cas les anti-bêtes qui sont sur la table, qui sont sous forme de permanents, en fait, parce que du coup, ça fait un outil de pression, et les adversaires, parfois, hésitent à vous attaquer, parce que vous avez juste à lui dire, sans mentir, hein, pas besoin de bluffer, regarde, là j'ai ça sur la table, si tu m'attaques, je détruis ton commandant. Et là, tout de suite, ça fait moins les malins. Et pour terminer, un Day of Judgments, c'est l'équivalent d'une Wrath of God, 4 dons, 1 blanc, détruisez toutes les créatures. Classico, classique, carte promo assez old school, sortie en 2011, je sais plus à quelle occasion exactement. Une espèce de semi-full art comme il faisait à l'époque, voilà. Et pour finir, bien évidemment, la mana base qui est extrêmement classique. J'ai seulement 4 landes qui vont un petit peu synergiser avec le deck. Évidemment, je joue 3 Surveillands parce que, encore une fois, surveiller, c'est pratique pour remplir le cimetière. Donc, je joue le Orzhov, je joue le Dimir et je joue le Azorius. Ils sont magnifiques, hein, je les avais commandés en foil dès la sortie parce que je savais que c'est des cartes qui allaient spike à un moment donné. Déjà parce que ça allait 2 types basiques et en plus de ça, oui, ça permet de surveiller. Bon, ça arrive tape, c'est chiant, mais c'est fort en fait. Il y a trop de decks qui synergisent avec le cimetière. Donc d'ici à ce que ce soit réimprimé, je sais pas quand, je les ai chopés à pas cher, comme ça c'est fait et j'ai bien fait. Et puis Temple of Enlightenment, oui ça fait scry, en vrai c'est même pas si efficace dans le deck. Encore une fois je vous ai dit, on est sur des cartes que j'avais dans mes classeurs, bon c'est des trucs que j'avais déjà commandé à l'unité mais il y a longtemps. Voilà, c'est pas hyper opti, il y a beaucoup de basiques. Ça c'est mon nouveau copain de Magic. Parce qu'en fait vu que j'avais laissé... En fait, je jouais 99 cartes parce que je comptais quand même mettre le marteau colossal. J'ai un problème avec cette carte. Je vais la rentrer dans le deck, c'est bon, c'est décidé. Je peux largement virer des trucs. Je vais la commander, je vais la rentrer dans le deck. Sinon, je vais être frustré jusqu'au bout. Donc, je vais me permettre une carte que je vais acheter. Et donc, du coup, pour remplacer le slot vide, Corentin m'a filé une plaine. Voilà. Et là, il s'est dessiné dessus. C'est pour se rappeler que c'est sa carte à lui. Voilà, pour pas qu'on lui vole ses cartes. Il dessine tout le temps sa tête sur ses cartes. C'est un peu bizarre, mais bon. Jolie plaine, voilà. C'est un peu une sorte d'altération. Voilà. Je le considère comme une altération dans ma collection. Là, vous voyez, beaucoup de basiques et tout, parce qu'on est vraiment sur un deck semi-budget, quoi. Donc, j'ai pas... Enfin, semi-budget, bon. Ok, j'ai rien dit. Ça traînait... Écoutez, on s'est ouvert... beaucoup de Modern Horizon à l'époque, etc. Du coup, j'ai plein de fetch. Je les mets, hein, écoutez. Hein, voilà, si ça m'évite... Si ouvrir des boîtes, ça m'évite d'acheter des cartes à l'unité, on en profite. Et donc voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette deck tech. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Donc je pense qu'au début, la vidéo sera réservée uniquement aux membres, et peut-être plus tard, si je me motive, je la passerai en public. En tout cas, peu importe que vous soyez membre ou pas, n'hésitez pas à lâcher un like. Je vous fais des gros bisous. Peace!